La République française repose sur un équilibre délicat entre plusieurs institutions. Le président de la République, le gouvernement et le Parlement. Le Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, est l'institution chargée de représenter le peuple et les collectivités territoriales. Sa mission première est claire, faire la loi. Cette introduction est essentielle car beaucoup de citoyens connaissent le nom des grandes institutions mais n'ont pas toujours une vision précise de leur rôle respectif. Le Parlement est pourtant une pierre angulaire de la démocratie représentative. Depuis la Constitution de 1958 qui a instauré la Ve République, le rôle du Parlement a évolué. Il n'est pas seulement un organe législatif, il a aussi une fonction de contrôle de l'action du gouvernement, contrôle du budget, et même dans certains cas, contrôle de la politique étrangère. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Pour le comprendre, il faut revenir à la raison d'être du Parlement. Le Parlement français est l'héritier d'une longue histoire qui remonte aux États généraux de l'Ancien Régime. Déjà, à l'époque de la monarchie, on réunissait des assemblées composées de représentants de la société, noblesse, clergé et tiers-état. Ces réunions avaient pour but de conseiller le roi et de valider certaines décisions importantes, notamment en matière d'impôts. Avec la Révolution française de 1789, ce système a été complètement bouleversé. Le pouvoir n'était plus censé venir du roi, mais du peuple. L'Assemblée nationale constituante est née dans ce contexte, affirmant le principe de la souveraineté nationale. Depuis lors, le Parlement s'est affirmé comme le lieu de débat, d'opposition, de compromis et de décision. Chaque république, de la première en 1792 à la cinquième aujourd'hui, a donné une forme particulière au Parlement, mais toujours dans cette logique, incarner la voix des citoyens. Ainsi, comprendre le Parlement moderne suppose aussi de saisir ce qu'il représente symboliquement, la continuité démocratique de la France. Une particularité du système français est le bicamérisme, c'est-à-dire l'existence de deux chambres. L'Assemblée nationale qui représente directement les citoyens, le Sénat qui représente les collectivités territoriales, communes, départements, régions. Pourquoi deux chambres et non une seule ? L'idée est simple, éviter qu'une seule institution ait un pouvoir absolu. En ayant deux chambres qui discutent, examinent et parfois corrigent les textes de loi, le système garantit une meilleure qualité du travail législatif et une certaine stabilité politique. Ce bicamérisme est aussi une garantie de représentation équilibrée. Les grandes villes, comme Paris, mais aussi les territoires ruraux, ultramarins ou éloignés de la métropole, trouvent une voix dans le Sénat. Le Parlement français a trois missions principales. Voter la loi, c'est la fonction la plus connue. Chaque année, des centaines de textes sont étudiés, discutés et adoptés. Ces lois encadrent la vie quotidienne, travail, santé, éducation, justice, environnement. Contrôler le gouvernement, les députés et les sénateurs posent des questions, organisent des commissions d'enquête, votent la confiance ou la défiance. C'est un rôle de surveillance qui limite les excès du pouvoir exécutif. Et représenter la nation et les territoires. L'Assemblée nationale incarne directement la voix des électeurs, le Sénat de son côté incarne celle des collectivités locales, donnant ainsi une dimension territoriale à la démocratie française. Ces trois missions se complètent et permettent de maintenir un équilibre institutionnel. La Ve République, fondée par le général de Gaulle en 1958, a profondément modifié le rôle du Parlement. Sous la Quatrième République, le Parlement était extrêmement puissant, au point de déstabiliser l'exécutif. Les gouvernements tombaient les uns après les autres, faute de majorité stable. Avec la nouvelle Constitution, le pouvoir du Parlement a été limité pour donner plus de stabilité à l'exécutif. Concrètement, le gouvernement dispose de l'initiative de la plupart des lois. Le président de la République a un pouvoir fort, notamment en matière de dissolution de l'Assemblée nationale. Le Parlement, bien qu'important, n'est plus tout puissant. Ce changement a permis d'instaurer une continuité politique, mais il a aussi alimenté un débat constant. Et le Parlement est-il encore suffisamment influent ?
Au-delà de ses fonctions légales, le Parlement est un symbole démocratique. C'est dans ses murs que s'expriment les opinions, que s'affrontent les idéologies et que se dessine la loi. C'est aussi un lieu hautement médiatisé. Les débats de l'Assemblée nationale, retransmis à la télévision, sont suivis par des millions de Français. Le Parlement est un espace de visibilité. Les députés et les sénateurs y prennent la parole, défendent leurs électeurs, portent leurs combats. Cela peut donner parfois des affrontements spectaculaires, mais aussi des compromis discrets qui font avancer le pays. Il est important de rappeler que le Parlement existe d'abord pour les citoyens. Chaque député est élu dans une circonscription et chaque sénateur est élu par des grands électeurs représentant les collectivités locales. Derrière chaque parlementaire, il y a donc une légitimité démocratique. Le travail parlementaire, parfois jugé technique, est pourtant fondamental pour le quotidien des Français. Une loi sur la retraite, une réforme de l'éducation, une réglementation sur la santé publique, tout cela passe par le Parlement. En ce sens, comprendre le rôle du Parlement, c'est comprendre comment notre vie quotidienne est encadrée, orientée et parfois transformée par des décisions collectives. L'Assemblée nationale est sans doute l'institution la plus connue du Parlement français. Située au Palais Bourbon, à Paris, elle est composée de 577 députés élus directement par les citoyens au suffrage universel direct. Son rôle est fondamental. Représenter le peuple, voter les lois, contrôler le gouvernement. Dans ce chapitre, nous allons détailler sa composition, son mode d'élection, ses pouvoirs et ses limites, son rôle concret dans la vie démocratique. 2. La composition de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale compte 577 sièges. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. Il permet une représentation équilibrée des territoires tout en restant fonctionnel. Chaque député représente une circonscription électorale. La France est découpée en 577 circonscriptions qui couvrent les départements métropolitains, les régions et territoires d'outre-mer, les Français établis hors de France, des circonscriptions spécifiques existent pour eux. Ainsi, un citoyen français qui habite à Paris, en Guyane, à La Réunion ou à Montréal a un député qui les représente à l'Assemblée nationale. 3. Le mode d'élection des députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par l'ensemble des électeurs. L'élection se déroule selon un système particulier, le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Comment cela fonctionne ? Premier tour. Les électeurs votent pour un candidat dans leur circonscription. Pour être élu dès ce tour, il faut obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et au moins 25% des inscrits. Deuxième tour. Si aucun candidat n'atteint ce seuil, les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des voix des inscrits peuvent se maintenir. Le candidat qui arrive en tête au second tour est élu. Ce mode de scrutin favorise souvent les grands partis politiques car il rend difficile l'élection des petits candidats isolés. Toutefois, il permet de dégager une majorité stable à l'Assemblée nationale, condition nécessaire au fonctionnement de la Ve République. La durée du mandat. Les députés sont élus pour 5 ans. Ce mandat correspond à la durée du quinquennat présidentiel depuis la réforme de 2000. Avant cette réforme, le mandat présidentiel était de 7 ans et celui des députés de 5 ans, ce qui crée parfois des décalages et des cohabitations. Aujourd'hui, les élections législatives suivent généralement l'élection présidentielle. Cela donne au président fraîchement élu une majorité parlementaire, ce qui facilite son action. 4. Les groupes politiques au sein de l'Assemblée. Une fois élus, les députés ne siègent pas de manière isolée. Ils se regroupent par affinité politique dans ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Chaque groupe correspond à un parti ou à une coalition de partis. Ces groupes sont essentiels car ils organisent les débats, influencent les décisions et disposent de droits spécifiques, comme l'inscription d'une proposition de loi à l'ordre du jour. L'Assemblée nationale n'est donc pas seulement une juxtaposition des députés, c'est aussi un champ politique structuré où la majorité soutient le gouvernement et où l'opposition joue ce rôle de critique et de contre-proposition. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale. A. Voter la loi. C'est le rôle le plus connu. Les députés examinent les projets et propositions de loi, les discutent en commission, puis les débattent dans l'hémicycle. Chaque texte fait l'objet d'amendements.
des modifications proposées par les députés qui peuvent changer en profondeur le contenu de la loi. Une fois adoptée à l'Assemblée nationale, la loi est transmise au Sénat. Si les deux chambres ne sont pas d'accord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Cela signifie que dans le système français, l'Assemblée nationale est la chambre dominante. Contrôler le gouvernement. Le contrôle du gouvernement est une autre mission essentielle. Les députés peuvent poser des questions au gouvernement lors des séances hebdomadaires très suivies, créer des commissions d'enquête pour analyser des affaires précises, voter une motion de censure qui peut renverser le gouvernement s'il est adopté. Ce pouvoir de contrôle est une garantie démocratique. Il permet d'éviter qu'un gouvernement agisse sans contrepoids. Chaque année, le gouvernement présente un projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État. Les députés l'examinent, l'amendent et le votent. Ce rôle budgétaire est crucial. Il conditionne l'action publique dans tous les domaines, éducation, santé, sécurité, défense, culture. L'Assemblée nationale fonctionne selon une organisation précise. Le président de l'Assemblée nationale, élu par les députés, il dirige les débats et représente l'institution. Le bureau, composé de vice-présidents, questeurs et secrétaires, il gère l'organisation interne. Les commissions permanentes, il y en a 8, spécialisées par domaine, finances, affaires étrangères, défense, affaires sociales. Ces commissions examinent les projets de loi avant le débat en séance publique. Cette organisation garantit un travail approfondi, même si le grand public ne retient souvent que les séances spectaculaires dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale est aussi une scène politique. Les séances des questions au gouvernement retransmises à la télévision sont devenues des moments forts de la vie démocratique. Elles permettent aux députés d'interpeller directement les ministres, parfois de manière très vive. Ces moments médiatisés donnent une visibilité aux parlementaires et permettent aux citoyens de suivre la vie politique. Ils renforcent aussi le caractère symbolique de l'Assemblée comme lieu de confrontation démocratique. Bien qu'elle ait des pouvoirs importants, l'Assemblée nationale connaît aussi des limites. Le gouvernement peut utiliser certains outils constitutionnels, comme l'article 49.3 pour faire adopter une loi sans vote, sauf motion de censure. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée, provoquant de nouvelles élections. L'Assemblée ne peut pas, à elle seule, décider de tout. Elle doit partager son rôle avec le Sénat et doit respecter la Constitution. Ces limites montrent que l'Assemblée n'est pas toute puissante, mais qu'elle s'inscrit dans un système d'équilibre des pouvoirs. Pourquoi l'Assemblée nationale est-elle si importante ? Parce que les lois qu'elle vote ont un impact direct sur la vie des Français. Quelques exemples. La loi sur les retraites. Les lois encadrant la santé publique, comme celle sur le tabac ou l'alcool. Les lois sur l'éducation. Les lois environnementales sur la transition écologique. Chaque grande réforme nationale passe par l'Assemblée. Comprendre son rôle, c'est donc comprendre comment se décident les règles qui structurent la société. L'Assemblée nationale est le cœur de la démocratie représentative française. Elle incarne la voix directe des citoyens. Elle a le pouvoir de voter les lois et le budget et de contrôler le gouvernement. Elle est la chambre dominante du Parlement face au Sénat. Elle joue un rôle symbolique et médiatique majeur. Le Sénat, chambre haute du Parlement français, occupe une place essentielle dans l'architecture institutionnelle de la Ve République. Installé au Palais du Luxembourg, à Paris, il constitue, avec l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif français. Pourtant, son rôle, sa composition et surtout son mode d'élection le distinguent profondément de l'Assemblée nationale, ce qui nourrit à la fois débats, critiques et défense passionnée de son existence. Comprendre le Sénat, c'est plonger dans l'histoire de la démocratie française, mais aussi dans une institution qui incarne une certaine stabilité et une continuité politique. Contrairement aux députés qui sont élus au suffrage universel direct, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, par un collège électoral composé d'élus locaux. Ce mode de scrutin particulier confère au Sénat un lien fort avec les collectivités territoriales. Les sénateurs représentent donc non seulement la nation, mais, plus spécifiquement, les collectivités locales, ce qui justifie en partie la fonction qu'on leur attribue souvent, celle d'une chambre de réflexion, de modération et de représentation des territoires. Le Sénat français compte aujourd'hui 348 membres élus pour 6 ans. Leur renouvellement se fait par moitié tous les 3 ans, ce qui permet d'assurer une certaine continuité dans son fonctionnement et d'éviter les ruptures trop brutales dans sa composition. Chaque sénateur représente un département, une collectivité d'outre-mer ou, dans certains cas, des Français établis hors de France. Cette organisation territoriale illustre bien la mission du Sénat,
veiller à ce que toutes les composantes de la nation, même les plus éloignées de la capitale, disposent d'une voix dans le processus législatif. Le mode d'élection du Sénat est sans doute l'un de ses aspects les plus singuliers et les plus discutés. Comme mentionné, il s'agit d'un suffrage universel indirect, ce qui signifie que ce ne sont pas les citoyens eux-mêmes qui votent directement pour leurs sénateurs, mais des grands électeurs. Ces grands électeurs sont essentiellement des élus locaux, maires, conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers régionaux et députés. Le poids de chaque catégorie varie en fonction de la taille des communes et des départements, mais dans l'ensemble, ce sont surtout les conseillers municipaux qui représentent la majorité des grands électeurs, puisque la France compte environ 35 000 communes. Ainsi, un sénateur est, d'une certaine manière, le reflet du tissu local français, puisqu'il est choisi par ceux qui, au quotidien, exercent le pouvoir dans les territoires. Ce système a souvent été critiqué pour sa complexité et pour le fait qu'il tendrait à favoriser certaines catégories politiques, notamment celles bien implantées dans les territoires ruraux. De ce fait, le Sénat a longtemps été considéré comme une chambre plutôt conservatrice, plus encline à représenter la France des campagnes que celle des grandes métropoles. Mais cette critique mérite nuance. Si le Sénat reste attaché à sa mission de défense des collectivités locales, il n'en demeure pas moins un acteur central de la vie politique française, capable de faire évoluer ses positions et de jouer un rôle majeur dans les débats nationaux. Le rôle du Sénat, comme celui de l'Assemblée nationale, est d'abord législatif. Il participe à l'élaboration des lois qui doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux chambres pour entrer en vigueur. Lorsqu'un projet de loi est déposé, il peut l'être indifféremment à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sauf en matière budgétaire où l'Assemblée a la priorité. Le texte est ensuite examiné, discuté, amendé, puis voté. Si les deux chambres ne parviennent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Toutefois, cela ne signifie pas que le Sénat soit une institution secondaire. Au contraire, ses interventions, ses propositions d'amendements et ses rapports sont souvent déterminants dans la qualité finale des textes votés. Le Sénat se définit volontiers comme une chambre de second examen où les lois peuvent être étudiées avec plus de recul, moins de pression politique et une expertise offrant plus pointue. Cette réputation est renforcée par le profil des sénateurs, dont beaucoup sont des élus expérimentés ayant exercé de longues années dans les collectivités locales. Ce vécu leur confère une connaissance pratique des réalités du terrain qui se reflète dans leurs interventions. Mais le rôle du Sénat ne se limite pas à la fonction législative. Il exerce également un rôle de contrôle sur le gouvernement au même titre que l'Assemblée nationale. Ce contrôle s'exprime à travers les questions au gouvernement, les commissions d'enquête, les missions d'information et les auditions de responsables politiques, administratifs ou économiques. Le Sénat est reconnu pour la qualité de ses rapports, souvent très détaillés et fouillés, qui apportent un éclairage précieux sur des problématiques complexes, qu'il s'agisse de politique étrangère, de santé publique, de transition énergétique ou de numérique. Le Sénat joue également un rôle institutionnel spécifique en cas de vacance à la présidence de la République. Dans une telle situation, c'est en effet le président du Sénat qui assure l'intérim, la fonction présidentielle, jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Ce fut le cas par exemple en 1974, lorsque le président du Sénat, Alain Poher, assurait l'intérim à la suite des décides de Georges Pomondy. Ce rôle confère au Sénat une légitimité particulière et une place unique dans les équilibres des institutions. Enfin, il convient de rappeler que le Sénat dispose également de prérogatives en matière de révision constitutionnelle. Toute réforme de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres avant d'être mise soumise à un référendum ou votée par le Congrès, réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ainsi, le Sénat peut bloquer une révision constitutionnelle, ce qui lui confère un pouvoir considérable. Au fil des décennies, de nombreux débats ont été eus sur l'existence même du Sénat et sur sa légitimité. Certains estiment qu'il s'agit d'une institution dépassée, coûteuse et peu représentative, car élue au suffrage universel indirect. D'autres, au contraire, défendent avec force son rôle de chambre de modération, de réflexion et de représentation des territoires. Pour ses partisans, le Sénat est une garantie de stabilité, un contrepoids aux excès possibles d'une Assemblée nationale élue au suffrage universel direct et soumise aux aléas des majorités politiques. Ce débat, loin d'être purement théorique, illustre la vitalité de la démocratie française et la complexité de ses institutions. En résumé, le Sénat est une institution singulière, à la fois héritière de l'histoire parlementaire française et acteur incontournable de la vie politique contemporaine. Sa composition reflète la diversité des territoires, son mode d'élection renforce son ancrage local, et son rôle législatif et de contrôle en fait une chambre indispensable à l'équilibre des pouvoirs. Le processus législatif français est au cœur du fonctionnement démocratique de la Ve République. Il permet de comprendre comment une idée, une proposition ou une nécessité politique se transforme en une norme juridique contraignante applicable à tous les citoyens. La loi. Derrière cette mécanique institutionnelle, parfois perçue comme complexe ou abstraite, se cache un véritable parcours, jalonné d'étapes, de débats et de compromis. Pour saisir pleinement la manière dont une loi est votée en France,
il faut détailler chaque phase du chemin législatif, depuis l'initiative du texte jusqu'à sa promulgation par le président de la République. Ce voyage à travers les institutions illustre non seulement la répartition des pouvoirs, mais aussi l'équilibre entre rapidité et délibération, entre volonté politique et cadre juridique. Tout commence par l'initiative des lois. En France, 2 types d'initiatives sont possibles, les projets de loi et les propositions de loi. Les projets de loi émanent du gouvernement. Concrètement, un ministère ou plusieurs ministères identifient un besoin législatif, réforme du système éducatif, adaptation du droit du travail, régulation d'un secteur économique, renforcement de la sécurité, protection de l'environnement, etc. Ces projets sont rédigés par les services juridiques et administratifs, puis validés en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Les propositions de loi, en revanche, viennent des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs. Chaque parlementaire a donc la capacité, en théorie, de déposer un texte pour modifier ou compléter le droit existant. Toutefois, dans la pratique, la grande majorité des lois votées proviennent de projets de loi, car le gouvernement dispose d'une capacité d'agenda bien plus forte que les parlementaires. L'initiative est donc le premier acte, le moment où l'idée d'une loi prend une forme écrite et structurée. Une fois le texte rédigé, il est déposé soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Il existe une exception notable. Pour les textes relatifs au budget de l'État ou au financement de la sécurité sociale, le dépôt doit obligatoirement se faire d'abord à l'Assemblée nationale. Cette règle reflète la prééminence de l'Assemblée dans le domaine budgétaire, un héritage des révolutions où la question du consentement à l'impôt était fondamentale. Après le dépôt, le texte est transmis à une commission parlementaire permanente. Ces commissions, spécialisées par domaine, affaires sociales, affaires étrangères, défense, finances, lois, etc., sont chargées d'examiner le texte en détail. Le travail en commission est fondamental, car il permet d'entendre des experts, des responsables administratifs, des représentants d'intérêts économiques ou sociaux, et d'amender le texte en profondeur avant son arrivée en séance publique. Les rapporteurs, désignés au sein de la commission, jouent un rôle clé. Ils analysent le texte, rédigent des rapports et proposent des amendements. Ces travaux, souvent méconnus du grand public, conditionnent largement le contenu final des lois. Vient ensuite l'examen en séance publique, dans l'hémicycle de la Chambre où le texte a été déposé. C'est le moment le plus visible, celui où le débat parlementaire prend toute sa dimension symbolique. Les députés ou sénateurs discutent article par article, proposent des amendements, défendent leur vision et cherchent à influencer le contenu du texte. Les échanges peuvent être vifs, parfois spectaculaires, mais ils témoignent de la confrontation démocratique des idées. Chaque amendement est mis aux voix, de même que les articles, puis l'ensemble du texte. À ce stade, la majorité parlementaire joue un rôle décisif, puisque c'est elle qui a la capacité de faire passer ou de bloquer les modifications. Mais même l'opposition peut marquer des points, notamment en suscitant des débats qui retiennent l'attention de l'opinion publique ou en obtenant des concessions de la majorité. Une fois voté par la première chambre, le texte est transmis à l'autre chambre du Parlement. Si le projet de loi est examiné d'abord à l'Assemblée nationale, il est ensuite envoyé au Sénat et inversement. Cette alternance permet un double examen, garantissant que le texte est confronté à des sensibilités différentes. En effet, l'Assemblée, élue au suffrage universel direct, reflète davantage les équilibres politiques nationaux du moment, tandis que le Sénat, élu par les élus locaux, incarne la continuité et les territoires. Le passage dans la seconde chambre peut aboutir à des modifications, à l'adoption du texte en l'état ou à des désaccords. Lorsque les deux chambres adoptent un texte dans les mêmes termes, celui-ci est considéré comme définitivement adopté. Mais si des divergences persistent, un mécanisme de conciliation est prévu, la commission mixte paritaire, composée de 7 députés et de 7 sénateurs. Cette commission cherche un compromis sur les dispositions contestées. Si elle y parvient, le texte ainsi récisé est soumis aux deux chambres. Si le compromis échoue ou si une des chambres le rejette, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ce pouvoir ultime de l'Assemblée s'explique par sa légitimité issue du suffrage universel direct. Ainsi, même si le Sénat a une fonction importante de réflexion et d'équilibre, c'est in fine l'Assemblée nationale qui tranche en cas de désaccord persistant. Lorsque le texte est adopté par le Parlement, il n'est pas encore une loi. Il doit être promulgué par le président de la République. La promulgation consiste à la signature du texte par le chef de l'État,
qui atteste ainsi de son existence légale et ordonne sa publication au Journal officiel de la République française. Ce moment est solennel, car il marque l'entrée en vigueur de la loi qui devient opposable à tous. Le président de la République dispose toutefois d'un délai de 15 jours pour promulguer la loi. Durant ce laps de temps, il peut demander une nouvelle lecture du texte ou saisir le Conseil constitutionnel. Ce dernier contrôle la conformité de la loi à la Constitution, ce qui constitue une garantie fondamentale pour l'État de droit. La saisine du Conseil constitutionnel peut être effectuée par le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées ou 60 députés ou sénateurs. Si le Conseil estime qu'une disposition est contraire à la Constitution, elle ne peut entrer en vigueur. Ainsi, le processus législatif n'est pas seulement une question de majorité politique, mais aussi de respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution. La loi promulguée est ensuite publiée au Journal officiel et devient applicable. Certaines lois nécessitent cependant des décrets à l'application pour préciser leurs modalités concrètes. Ces décrets sont pris par le gouvernement et permettent à la loi de produire ses effets réels dans la société. C'est une étape souvent méconnue mais cruciale. Sans décret d'application, une loi peut rester lettre morte même si elle a été votée et promulguée. Le processus législatif ne s'arrête donc pas au vote, mais se prolonge jusqu'à l'application effective des textes. Comprendre le cheminement d'une loi, c'est comprendre que la démocratie française repose sur un équilibre délicat entre institutions, le gouvernement qui impulse, le Parlement qui débat et vote, le président qui promulgue, le Conseil constitutionnel qui contrôle, et enfin l'administration qui met en œuvre. Chaque acteur joue son rôle, et chacun incarne une légitimité spécifique, la légitimité démocratique, la légitimité institutionnelle, la légitimité juridique. Ce long parcours garantit que la loi, en tant que norme fondamentale de la société, n'est jamais le fruit d'une décision hâtive ou improvisée. Elle est le résultat d'un processus collectif où l'expertise, le débat et le compromis se conjuguent pour répondre aux besoins de la société tout en respectant les principes de la République. Loin d'être une simple formalité, le processus législatif français incarne la vitalité de la démocratie, sa capacité à transformer les aspirations en règles communes et à équilibrer la rapidité de l'action politique avec la nécessité de la réflexion et du contrôle. Le gouvernement occupe une place centrale dans le fonctionnement de la République française, car c'est lui qui, au quotidien, met en œuvre les orientations politiques et veille à l'application des lois votées par le Parlement. Si le président de la République incarne la continuité de l'État et le Sénat ou l'Assemblée nationale représente le pouvoir législatif, c'est le gouvernement qui porte la responsabilité exécutive dans la pratique. Il agit comme le bras opérationnel de la République, traduisant en actes concrets les choix de société décidés par les représentants élus et orientés par la présidence. Pour comprendre son rôle, il faut examiner son organisation, la manière dont il fonctionne et les responsabilités multiples qui lui incombent. Le gouvernement est dirigé par un chef, le Premier ministre, nommé par le président de la République. Celui-ci n'agit pas seul, mais en coordination avec un ensemble de ministres et de secrétaires d'État, chacun étant responsable d'un secteur particulier de la vie nationale. Ainsi, il existe des ministres chargés de domaines régaliens, comme la défense, l'intérieur, les affaires étrangères ou la justice, mais aussi des ministres tournés vers la vie sociale et économique, comme la santé, l'éducation nationale, l'agriculture, l'industrie, le travail ou encore la transition écologique. Le nombre exact de ministres varie d'un gouvernement à un autre, car il dépend des choix du président et du Premier ministre, qui décident de la structure et de la composition la plus adaptée à leurs priorités politiques. Chaque ministre possède une administration centrale, composée de directions, de services et d'agents publics qui assurent la mise en œuvre concrète des décisions. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale supervise des milliers d'établissements scolaires, de recteurs et d'enseignants à travers le pays. Le ministre de l'Intérieur coordonne les forces de police, les préfectures et l'ensemble de la sécurité intérieure. Le ministre de la Justice, aussi appelé garde des Sceaux, chapeaute l'organisation judiciaire et les prisons. C'est donc une immense machine administrative que le gouvernement doit animer pour que les politiques publiques deviennent des réalités tangibles dans la vie des citoyens. Le fonctionnement du gouvernement repose sur la solidarité ministérielle. Cela signifie que, même si chaque ministre est responsable de son domaine, les décisions importantes sont prises collectivement et tous les membres doivent les assumer devant le Parlement et les citoyens. Le Conseil de ministres, qui se réunit régulièrement, est le lieu symbolique et pratique de cette solidarité.
Il se tient à l'Élysée, sous la présidence du chef de l'État, et rassemble l'ensemble du gouvernement autour de la table. C'est lors de ce conseil que sont examinés les projets de loi, que sont adoptés les décrets et que sont fixées les grandes orientations de la politique nationale. Les ministres présentent leurs propositions et le Premier ministre joue le rôle de coordinateur, veillant à ce que les décisions soient cohérentes et conformes à la ligne politique fixée par le président. Le gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée nationale. Cela signifie que, si les députés estiment que le gouvernement ne remplit plus correctement ses missions, ils peuvent voter une motion de censure qui entraîne la démission du Premier ministre et de toute son équipe. Ce mécanisme est essentiel car il place le gouvernement dans une relation de dépendance vis-à-vis du Parlement, garantissant ainsi l'équilibre des pouvoirs. Le Sénat, en revanche, ne peut pas renverser le gouvernement, mais il joue un rôle de contrôle et d'alerte. Cette responsabilité politique pousse le gouvernement à agir en permanence avec prudence, à rechercher le consensus et à justifier ses choix auprès de la représentation nationale. Les responsabilités du gouvernement sont très vastes. Elles s'étendent du domaine économique, avec la préparation du budget de l'État et la définition de la politique fiscale, au domaine social, avec la gestion des retraites, de la santé ou de l'emploi. Le gouvernement est également responsable de la sécurité intérieure et extérieure. Il gère la défense nationale en coordination avec le président, qui reste le chef des armées. Il s'occupe aussi de l'organisation des services publics, qui constitue un pilier du modèle républicain français. Éducation, santé, transport, énergie, sécurité sociale, logement et culture. Chaque ministre agit donc comme un véritable chef d'orchestre dans son domaine, mais toujours dans le respect des arbitrages collectifs décidés au sein du Conseil des ministres. Un aspect crucial du gouvernement est la préparation et la présentation des lois. La plupart des textes législatifs examinés par le Parlement sont en réalité proposés par le gouvernement sous la forme de projets de loi. Ces textes sont rédigés par les ministères concernés, discutés au sein du gouvernement, puis déposés devant le Parlement pour être débattus, amendés et éventuellement adoptés. Une fois la loi votée, le gouvernement doit aussi en assurer l'application par la publication de décrets et d'arrêtés qui précisent les modalités pratiques. Cette double mission, proposée et exécutée, confère au gouvernement une influence considérable sur la vie législative. En matière de politique internationale, le gouvernement, sous l'autorité du président, joue un rôle essentiel dans la préparation et la mise en œuvre de la diplomatie française. Le ministre des Affaires étrangères négocie avec ses homologues, représente la France dans les grandes instances internationales et participe à la conclusion de traités. Ces traités doivent ensuite être ratifiés par le Parlement, mais c'est bien le gouvernement qui les négocie en amont. Sur le plan européen, les ministres participent aux conseils européens sectoriaux où sont prises des décisions importantes pour l'avenir de l'Union. Un autre point fondamental concerne le pouvoir réglementaire. Le gouvernement ne se limite pas à exécuter les lois, il possède aussi le droit de prendre des mesures générales et impersonnelles dans les domaines qui ne relèvent pas de la loi au sens strict. Ces mesures, appelées décrets ou règlements, permettent de préciser le cadre juridique dans lequel la société fonctionne. Cela montre à quel point l'action gouvernementale est au cœur de la régulation quotidienne du pays. Les collectivités territoriales occupent une place essentielle dans le fonctionnement de la République française, car elles incarnent la dimension de proximité de l'action publique. Contrairement à l'État central, qui gouverne depuis Paris à travers ses ministères, les collectivités sont implantées sur l'ensemble du territoire national et disposent de compétences propres leur permettant de répondre aux besoins des citoyens dans leur vie quotidienne. Elles sont régies par le principe de décentralisation, consacré par la Constitution, qui stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Ce principe signifie que l'État ne concentre pas tout le pouvoir, mais qu'il le partage avec des entités locales qui disposent d'une autonomie juridique, financière et administrative. Cela a pour objectif d'adapter les politiques publiques à la diversité des territoires, car les réalités vécues dans une grande métropole, dans un département rural ou sur une île ne sont pas les mêmes. Les collectivités territoriales permettent ainsi de rapprocher la décision politique des habitants. En France, les collectivités territoriales se composent principalement des communes, des départements et des régions. À côté de ces trois niveaux classiques, il existe aussi des structures spécifiques, comme les intercommunalités, les collectivités à statut particulier, par exemple la Corse, ou les collectivités d'outre-mer. Les communes sont le premier échelon, et aussi le plus ancien, car elles trouvent leur origine dans la Révolution française de 1789, qui a instauré un découpage administratif uniforme du pays.
Aujourd'hui, il existe plus de 34 000 communes en France, ce qui en fait le pays qui en compte le plus en Europe. Chaque commune est administrée par un maire et un conseil municipal élu par les habitants. Le maire incarne l'autorité locale et exerce des fonctions très variées. Il gère l'état civil, la police municipale, l'urbanisme, les écoles primaires, les services de proximité comme la propreté, les marchés ou les équipements sportifs et culturels. Le maire est à la fois un représentant de l'État, car il exécute certaines fonctions comme la tenue des élections, et un représentant de la collectivité, car il défend les intérêts de sa commune. Cette double casquette fait du maire une figure politique centrale et souvent très proche de la population. Au-dessus des communes se trouvent les départements, créés également à la Révolution pour remplacer les anciennes provinces jugées trop inégales et trop liées à la monarchie. La France métropolitaine compte aujourd'hui 96 départements, auxquels s'ajoutent plusieurs départements d'outre-mer. Chaque département est administré par un conseil départemental élu, présidé par un président du conseil départemental. Les départements ont des compétences qui concernent essentiellement la solidarité et la cohésion sociale, gestion des collèges, aide sociale à l'enfance, allocation de solidarité pour les personnes âgées ou handicapées, entretien des routes départementales. Ils jouent donc un rôle d'accompagnement au quotidien, en particulier pour les publics les plus fragiles. Ils sont aussi un relais de l'État dans la mise en œuvre des grandes politiques publiques. Le troisième grand échelon est celui des régions. La France compte 13 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer. Les régions sont administrées par des conseils régionaux élus au suffrage universel direct. Leurs compétences sont stratégiques. Elles concernent le développement économique, la formation professionnelle, les lycées, les transports régionaux, l'aménagement du territoire et la transition écologique. Les régions sont également des acteurs majeurs de l'innovation et de l'attractivité économique, car elles accompagnent les entreprises, soutiennent des projets de recherche et investissent dans des infrastructures. Depuis les réformes récentes, les régions ont vu leurs compétences renforcées, ce qui les place comme de véritables moteurs de la dynamique locale et européenne. Elles participent en effet aux programmes européens, notamment à travers la gestion des fonds structurels. Ces trois niveaux, communes, départements et régions, ne fonctionnent pas isolément, mais en articulation les uns avec les autres et avec l'État. La France a longtemps souffert d'un empilement de structures jugées trop complexes, ce qui a conduit à plusieurs réformes destinées à clarifier les compétences et à encourager la coopération entre collectivités. L'une des évolutions les plus marquantes a été le développement de l'intercommunalité. Face à la fragmentation communale, de nombreuses communes se sont regroupées pour mutualiser leurs moyens et gérer ensemble certains services, comme les transports urbains, la collecte des déchets ou l'aménagement du territoire. Ces structures intercommunales, appelées communautés de communes, communautés d'agglomération ou métropoles selon leur taille, constituent désormais des acteurs puissants, capables de porter des projets d'envergure dépassant les limites d'une seule commune. La décentralisation, amorcée dans les années 80, a profondément transformé les collectivités territoriales. Avant cette période, les maires et présidents de départements ou de régions étaient étroitement encadrés par les préfets, représentants de l'État. Mais les lois Defferre de 1982 ont transféré de nombreuses compétences aux collectivités et renforcé leur autonomie. Depuis lors, l'État conserve un rôle de contrôle, notamment à travers les préfets, mais il n'intervient plus directement dans la gestion quotidienne des collectivités. Celles-ci disposent de leur propre budget, alimenté par des impôts locaux, des dotations de l'État et des subventions. Elles peuvent ainsi choisir leurs priorités et financer leurs projets dans le respect de la légalité. Les collectivités territoriales jouent un rôle fondamental pour la démocratie locale. Les citoyens peuvent élire directement leurs représentants et participer aux décisions qui concernent leur cadre de vie. Les élections municipales, départementales et régionales sont des moments importants de la vie démocratique, car elles permettent de renouveler les responsables locaux et de définir des orientations politiques adaptées à chaque territoire. Le maire, par exemple, bénéficie souvent d'une forte légitimité auprès de ses administrés, car il incarne une proximité concrète avec les habitants. Cette dimension locale de la démocratie complète la démocratie nationale incarnée par le Parlement. Mais les collectivités territoriales ne se limitent pas à l'administration locale. Elles sont aussi des lieux d'innovation et d'expérimentation. Nombre de politiques publiques nouvelles ont d'abord été testées à l'échelle d'une région ou d'une ville avant d'être généralisées. Par exemple, certaines villes ont été pionnières dans la mise en place de zones piétonales, de transports gratuits, de programmes de tri sélectif ou de transition énergétique. Les régions, de leur côté, expérimentent des politiques éducatives ou économiques spécifiques en lien avec les besoins locaux.
Ce dynamisme local est encouragé par l'Union européenne, qui voit dans les collectivités territoriales des partenaires privilégiés pour la mise en œuvre de ces programmes. Toutefois, les collectivités territoriales font face à de nombreux défis. Le premier est celui du financement, car leurs ressources sont limitées et parfois insuffisantes pour couvrir toutes les missions qui leur sont confiées. La suppression de certaines taxes locales, comme la taxe d'habitation, a bouleversé leur équilibre financier et les oblige à repenser leur modèle économique. Le deuxième défi est celui de la complexité institutionnelle. Malgré les réformes, les compétences restent parfois partagées ou floues, ce qui peut entraîner des conflits ou des doublons. Enfin, les collectivités doivent s'adapter aux mutations de la société, urbanisation croissante, développement durable, inclusion sociale, transition numérique. Ces enjeux exigent une gouvernance moderne, participative et innovante. Dans ce contexte, la coopération entre les différents niveaux de collectivité et avec l'État est indispensable. Le principe de subsidiarité, qui consiste à confier les responsabilités au niveau le plus proche des citoyens lorsque cela est pertinent, guide cette organisation. Mais il faut aussi une coordination verticale et horizontale pour éviter les chevauchements et assurer une cohérence nationale, ce qui pourquoi les conférences territoriales et des instances de dialogue existent pour permettre aux élus locaux, aux préfets et aux ministres de travailler ensemble. Le Conseil constitutionnel occupe une position unique au sein des institutions françaises, car il incarne le gardien de la Constitution et assure la protection des principes fondamentaux de la République. Créé en 1958 lors de l'avènement de la Ve République, il joue un rôle central dans l'équilibre des pouvoirs, garantissant que les lois votées par le Parlement et les actes du gouvernement respectent la norme suprême qu'est la Constitution. Sa mission principale consiste à vérifier la conformité des textes législatifs à la Constitution avant leur promulgation. Mais son rôle a été élargi au fil des décennies pour inclure des fonctions de contrôle a posteriori, ainsi qu'une influence sur la régulation des élections et la protection des droits fondamentaux. Comprendre le Conseil constitutionnel, c'est saisir comment la France assure la légalité de son action publique et la protection de ses citoyens dans le cadre d'un État de droit. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres, nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable. 3 d'entre eux sont désignés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Cette répartition garantit une représentation équilibrée des différentes composantes du pouvoir politique, tout en maintenant une indépendance vis-à-vis des majorités parlementaires et gouvernementales du moment. Le président du Conseil est nommé par le président de la République parmi les 9 membres. Il dirige les séances, organise le travail et représente l'institution publiquement. Les membres du Conseil constitutionnel doivent agir avec impartialité et rigueur car leurs décisions ont des conséquences directes sur la légitimité et la validité de l'ensemble du système législatif et institutionnel français. Le rôle premier du Conseil constitutionnel est le contrôle a priori des lois. Cela signifie que, avant qu'une loi votée par le Parlement soit promulguée par le président de la République, elle peut être soumise au Conseil pour vérifier sa conformité à la Constitution. Cette saisie peut être faite par le président de la République, le Premier ministre, les présidents des 2 chambres ou par un groupe d'au moins 60 députés ou sénateurs. Le contrôle a priori permet de prévenir l'adoption de lois qui pourraient porter atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés publiques ou aux principes d'organisation des pouvoirs. Ainsi, le Conseil joue un rôle de filtre préventif, évitant que des textes potentiellement dangereux ou inconstitutionnels n'entrent en vigueur. Chaque décision du Conseil est motivée et publiée, ce qui contribue à la transparence et à la compréhension du droit par les citoyens et les juristes. Au-delà du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel exerce également un contrôle a posteriori par le biais de la procédure de questions prioritaires de constitutionnalité, QPC. Introduite par la réforme constitutionnelle de 2008, la QPC permet à tout justiciable, lors d'un procès, de contester la constitutionnalité d'une loi appliquée à son affaire. Le juge saisi de cette contestation peut alors transmettre la question au Conseil constitutionnel qui statue sur la conformité de la loi à la Constitution. Ce mécanisme renforce la protection des droits fondamentaux et place le Conseil au cœur de l'évolution du droit français. Il assure que les normes législatives restent compatibles avec les principes constitutionnels, même après leur adoption. Cette fonction de contrôle a posteriori donne au Conseil une influence directe sur la vie quotidienne des citoyens, car il peut invalider une disposition légale qui violerait les droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil constitutionnel a également un rôle important dans la régulation des élections. Il supervise la régularité des élections présidentielles, législatives et certaines élections locales. Il proclame les résultats officiels et peut annuler un scrutin en cas d'irrégularité grave.
Cette mission électorale est cruciale pour assurer la transparence et la légitimité du processus démocratique. Elle confère au Conseil une position de gardien de la démocratie en garantissant que les scrutins se déroulent conformément aux règles établies et que la volonté populaire soit respectée. Le Conseil constitutionnel exerce par ailleurs une fonction de contrôle des engagements internationaux et de respect des normes européennes. Bien que la Constitution française prime sur les traités internationaux, le Conseil veille à ce que les engagements internationaux de la France ne contredisent pas les principes fondamentaux de la République. De plus, ces décisions servent souvent de référence dans l'interprétation des normes européennes et internationales dans le droit français. Cette interaction avec le droit international renforce la légitimité et la portée de ces décisions en intégrant la France dans un cadre juridique plus large, tout en préservant sa souveraineté constitutionnelle. Un aspect fondamental du rôle du Conseil constitutionnel est sa capacité à influencer indirectement la production législative. La simple possibilité qu'un texte soit déclaré inconstitutionnel incite le Parlement et le gouvernement à veiller à sa conformité, à anticiper les critiques et à prendre en compte les droits fondamentaux. Les ministres et parlementaires doivent donc intégrer dès la rédaction des lois les principes constitutionnels et les jurisprudences du Conseil. Cette fonction de régulation préventive est essentielle pour maintenir un équilibre entre innovation législative et respect des règles fondamentales de la République. Le Conseil constitutionnel intervient également dans la protection des libertés publiques et des droits fondamentaux. Par ses décisions, il garantit que les lois respectent la liberté d'expression, la liberté de réunion, le droit à un procès équitable, la protection de la vie privée et d'autres droits essentiels inscrits dans la Constitution. Chaque décision du Conseil constitue une référence juridique utilisée par les tribunaux et les juristes pour interpréter le droit. Le Conseil joue donc un rôle de sentinelle, assurant que l'action des pouvoirs publics ne porte pas atteinte autres des citoyens. Enfin, le Conseil constitutionnel a une dimension pédagogique et symbolique. Ses décisions sont publiques, motivées et largement médiatisées. Elles permettent aux citoyens de comprendre le fonctionnement de la Constitution et des institutions et renforcent la confiance dans l'état de droit. La solennité des audiences, le sérieux des débats et la rigueur des analyses contribuent à l'autorité morale et politique de l'institution. Par son action, le Conseil constitutionnel rappelle que la Constitution n'est pas simplement un texte abstrait, mais un cadre vivant qui guide et encadre l'ensemble de l'action publique en France. Les institutions de contrôle et les autorités indépendantes constituent un pilier essentiel du système républicain français, car elles assurent la transparence, la régularité et l'intégrité de l'action publique. Contrairement aux institutions classiques comme le Parlement ou le gouvernement, qui exercent des fonctions politiques et décisionnelles, ces organes ont pour mission de surveiller, d'évaluer et de protéger les droits des citoyens en toute indépendance. Leur rôle est d'autant plus important qu'il permet de maintenir l'équilibre des pouvoirs, de prévenir les abus et de renforcer la confiance dans l'état de droit. Ces institutions sont nombreuses et couvrent des domaines variés. Contrôle financier, protection des libertés, régulation des marchés, contrôle de la communication publique et respect des droits fondamentaux. Leur action se situe souvent à l'interface entre le droit, l'administration et la société civile. Parmi ces institutions, la Cour des comptes occupe une place centrale. Il s'agit d'une juridiction administrative indépendante chargée de contrôler la régularité et l'efficacité de l'utilisation des fonds publics. Ses missions sont multiples. Elle vérifie que les administrations publiques respectent les règles budgétaires et comptables, évalue la performance des politiques publiques et publie des rapports permettant au Parlement et au gouvernement d'améliorer la gestion des finances de l'État et des collectivités territoriales. La Cour des comptes peut être saisie par le gouvernement ou agir d'initiative, et ces rapports sont largement diffusés pour informer les citoyens et susciter un débat public. Par exemple, elle peut analyser la gestion d'un ministère, l'utilisation de subventions publiques ou l'efficacité d'un programme social. Ces conclusions peuvent conduire à des recommandations, des sanctions ou des ajustements législatifs, renforçant ainsi la responsabilité et la transparence de l'action publique. Un autre acteur majeur est le Défenseur des droits, institué par la loi de 2011 pour protéger les droits et libertés des citoyens face aux administrations ou à certaines institutions. Il est totalement indépendant et peut être saisi directement par toute personne se sentant lésée par une décision administrative ou par une discrimination. Le Défenseur des droits intervient dans de nombreux domaines: lutte contre les discriminations, protection de l'enfance, respect des droits des personnes détenues, médiation entre citoyens et administration. Son rôle est à la fois préventif et curatif. Il peut recommander des mesures correctives et sensibiliser les institutions aux bonnes pratiques.
Par son action, il renforce la justice sociale et contribue à l'égalité de traitement des citoyens, quel que soit leur statut ou leur origine. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, est une autorité indépendante essentielle dans le paysage français. Elle veille à ce que le traitement des données personnelles respecte la vie privée et les droits fondamentaux des individus, notamment dans un contexte numérique en constante évolution. La CNIL contrôle les administrations, les entreprises et les collectivités qui connectent ou utilisent des données personnelles. Elle peut émettre des recommandations, des sanctions ou des avertissements en cas de manquement à la législation sur la protection des données. Avec l'émergence du numérique, de l'intelligence artificielle et des plateformes en ligne, le rôle de la CNIL est devenu crucial pour garantir un équilibre entre innovation technologique et respect des droits fondamentaux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, joue un rôle similaire dans le domaine des médias et de la communication publique. Il veille à ce que les chaînes de télévision, radio et plateformes numériques respectent la législation, la pluralité des opinions et la protection du public, notamment des mineurs. L'ARCOM doit contrôler les contenus, sanctionner les manquements et encourager une information équilibrée et de qualité. Cette autorité contribue à la régulation de l'espace médiatique, garantissant que la liberté d'expression s'exerce dans le respect des règles et des valeurs républicaines. D'autres acteurs majeurs complètent ce dispositif. Par exemple, l'autorité des marchés financiers AMF régule les marchés boursiers pour garantir la transparence et prévenir les abus. L'autorité de la concurrence veille à la régularité des pratiques commerciales et à la libre concurrence. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, supervise le secteur des télécommunications et des services postaux. Chacune de ces institutions fonctionne de manière autonome avec un pouvoir de sanction, de contrôle et de recommandation afin de protéger l'intérêt général et de garantir l'équité dans ce domaine de compétences. Leur rôle est également éducatif et préventif. Par leurs rapports, études et recommandations, elles sensibilisent les décideurs publics et les citoyens aux bonnes pratiques, aux risques et aux enjeux liés à leur mission. Elles contribuent ainsi à renforcer la culture de la responsabilité, de la transparence et du respect des droits fondamentaux dans l'ensemble de la société. Leur indépendance est cruciale. Elle leur permet de contrôler l'action publique sans pression politique et d'agir uniquement dans l'intérêt général et le respect de la loi. Ces institutions agissent également comme un garde-fou face aux abus potentiels des pouvoirs exécutifs et législatifs. Ils veillent à ce que les décisions prises ne dépassent pas le cadre légal et que les citoyens soient protégés contre tout arbitraire ou dérive administrative. Par exemple, la Cour des comptes peut dénoncer des dépenses publiques inefficaces, le défenseur des droits peut protéger un citoyen contre une décision injuste de l'administration, et la CNIL peut sanctionner une entreprise qui viole la vie privée des individus. Enfin, elle forme un réseau de surveillance et de contrôle qui renforce la démocratie et l'état de droit. Les médias et la communication publique jouent un rôle crucial dans la République française car ils assurent la diffusion de l'information, la transparence de l'action publique et la formation de l'opinion citoyenne. Dans une démocratie, le droit à l'information est un principe fondamental. Ils permettent aux citoyens de comprendre, d'analyser et de juger les décisions politiques, les politiques publiques et les initiatives de l'État. Les médias, qu'ils soient traditionnels ou numériques, constituent le principal canal par lequel l'information circule et ils exercent une fonction essentielle de lien entre les institutions et la population. La communication publique, quant à elle, regroupe l'ensemble des messages officiels émanant des institutions pour informer, sensibiliser et expliquer les décisions gouvernementales et administratives. Ensemble, médias et communication publique garantissent la transparence et favorisent une participation citoyenne éclairée. Les médias traditionnels comprennent la presse écrite, la radio et la télévision. Chacun de ces supports possède ses spécificités et ses modes de diffusion. La presse écrite, qu'elle soit nationale ou régionale, offre une couverture détaillée et argumentée des événements politiques, économiques et sociaux. Les journaux nationaux comme Le Monde, Le Figaro ou Libération sont suivis par de millions de lecteurs et contribuent à façonner le débat public à l'échelle nationale. Les médias régionaux et locaux, quant à eux, permettent d'aborder les enjeux proches du quotidien des citoyens, comme les décisions municipales, les infrastructures locales ou les questions de proximité. La radio, avec ses émissions d'information continue et ses débats politiques, assure un accès rapide et direct à l'actualité, touchant un large public grâce à sa gratuité et à sa capacité de diffusion en mobilité.
La télévision, enfin, combine images et sons pour offrir un récit vivant et immersif des événements, en permettant aux citoyens de voir et d'entendre directement les acteurs politiques, les experts et les témoins. Avec l'avènement du numérique, les médias en ligne et les réseaux sociaux ont transformé radicalement la manière dont l'information est diffusée et consommée. Les sites d'actualité, les blogs, les chaînes YouTube et les plateformes de streaming offrent un accès immédiat et permanent à l'information. Les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et TikTok jouent désormais un rôle central dans la diffusion des nouvelles et des opinions. Ils permettent aux citoyens de réagir en temps réel, de commenter, de partager et de créer du contenu, ce qui accroît l'interaction entre institutions, journalistes et population. Cependant, cette révolution numérique pose également des défis. La circulation rapide de l'information peut entraîner la propagation de fausses informations, de rumeurs ou de contenus biaisés. C'est pourquoi la vérification des sources, le fact-checking et la responsabilité des acteurs médiatiques sont devenus des enjeux majeurs pour garantir la qualité et la fiabilité de l'information. La communication publique complète cette fonction médiatique en apportant des informations officielles et vérifiées directement issues des institutions. Elle vise à informer les citoyens sur les politiques publiques, les services proposés, les droits et devoirs, ainsi que sur les initiatives de l'État et des collectivités territoriales. Cette communication peut prendre différentes formes: communiqués de presse, conférences de presse, bulletins officiels, sites institutionnels, campagnes d'affichage, vidéos explicatives ou newsletters. Elle permet aux institutions d'expliquer leurs décisions, de contextualiser leurs actions et de répondre aux interrogations du public. Par exemple, lors d'une réforme importante, comme une modification du système de retraite ou une nouvelle loi sur l'éducation, la communication publique joue un rôle essentiel pour clarifier le contenu, présenter les objectifs et anticiper les impacts sur la population. Le rôle fondamental des médias et de la communication publique est de garantir la transparence et la responsabilité des institutions. En diffusant des informations sur les décisions politiques, les budgets, les projets et les réalisations, ils permettent aux citoyens de suivre l'action publique et de juger de sa pertinence. Les journalistes enquêtent, analysent et confrontent les informations, ce qui permet de mettre en lumière les réussites comme les dysfonctionnements. Les institutions, de leur côté, ont l'obligation d'expliquer leurs choix et de rendre compte de leurs actions. Cette interaction entre médias et communication publique contribue à la formation d'une opinion publique informée, capable de participer activement à la vie démocratique et de demander des comptes aux décideurs. Les médias jouent un rôle également éducatif et culturel. En diffusant des analyses, des reportages, des documentaires et des débats, ils permettent aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement des institutions, les enjeux économiques et sociaux et les évolutions politiques. Ils favorisent la réflexion, le débat et l'esprit critique. En donnant accès à des points de vue divers et en encourageant l'échange d'idées, la communication publique, de son côté, peut utiliser des supports pédagogiques pour expliquer des processus complexes, comme la procédure législative, le fonctionnement du budget de l'État ou le rôle des collectivités territoriales. Cette pédagogie contribue à renforcer la confiance des citoyens dans le système démocratique et dans la capacité des institutions à gérer efficacement les affaires publiques. Un autre aspect essentiel du rôle des médias et de la communication publique est de garantir l'égalité d'accès à l'information. Dans une démocratie, il est fondamental que tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur lieu de résidence, leur niveau d'éducation ou leur situation sociale, puissent accéder à une information fiable et compréhensible. Les médias et les autorités publiques doivent donc veiller à diffuser l'information de manière accessible, claire et diversifiée, en utilisant différents supports et formats. Cela permet de réduire les inégalités d'accès à l'information et de favoriser une participation citoyenne équitable. Par ailleurs, la communication publique et les médias sont confrontés à des enjeux éthiques et déontologiques importants. Les journalistes doivent respecter les principes de vérité, d'impartialité et de pluralisme. Ils doivent vérifier leurs sources, éviter les conflits d'intérêts et traiter les informations de manière objective. Les institutions, de leur part, doivent communiquer de manière transparente, honnête et complète, en évitant la manipulation ou la désinformation. Le respect de ces normes est essentiel pour maintenir la confiance des citoyens et assurer le bon fonctionnement de la démocratie. Les citoyens constituent le fondement de la République française. Sans eux, il n'y aurait ni légitimité démocratique, ni contrôle de l'action publique, ni sens de la responsabilité collective. Le rôle des citoyens dans la République ne se limite pas à l'exercice du droit de vote, bien que ce soit l'un des piliers essentiels de la démocratie. Il englobe également la participation à la vie politique, l'engagement civique, l'implication dans les décisions locales et nationales, et la contribution à la cohésion sociale.
La citoyenneté française repose sur un ensemble de droits et de devoirs, garantis par la Constitution et encadrés par les lois, qui visent à assurer l'égalité, la liberté et la fraternité au sein de la société. Comprendre ce rôle, c'est saisir comment chaque individu, en tant que citoyen, peut influencer, contrôler et renforcer le fonctionnement de la République. Le droit de vote est sans doute l'instrument le plus concret et le plus reconnu de la participation citoyenne. Il permet aux citoyens de choisir leurs représentants au niveau local, départemental, régional et national, et donc de déterminer l'orientation des politiques publiques. En France, le vote est universel et obligatoire pour tous les citoyens majeurs. Il couvre plusieurs scrutins, élections présidentielles, législatives, municipales, départementales, régionales, ainsi que les élections européennes. Chaque scrutin possède ses propres règles et modalités, mais l'objectif reste le même, donner à chaque citoyen la possibilité de s'exprimer et de faire entendre sa voix. Le vote n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir civique. Il traduit l'engagement de chacun envers la collectivité et la volonté de participer activement à la vie démocratique. Au-delà du vote, la participation citoyenne s'exprime par l'engagement dans les instances locales et dans les associations. Les citoyens peuvent devenir membres de conseils municipaux, de conseils de quartier ou participer à des commissions consultatives. Ils peuvent s'impliquer dans des projets locaux, proposer des initiatives ou contrôler l'action des élus par le biais de comités de suivi ou d'audits citoyens. Ces formes de participation permettent aux individus de se rapprocher de la décision politique, de comprendre les contraintes des institutions et de contribuer à des solutions adaptées aux réalités locales. L'engagement associatif, quant à lui, permet de répondre à des besoins collectifs, de défendre des causes spécifiques et de renforcer la solidarité entre les membres de la communauté. Les associations jouent un rôle éducatif, social et culturel et constituent un relais important entre les citoyens et les pouvoirs publics. La citoyenneté implique également une responsabilité dans la vie quotidienne et dans le respect des lois et règlements. Chaque individu, en tant que citoyen, doit se conformer aux règles établies, payer ses impôts, respecter l'ordre public et participer à la sécurité et à la cohésion sociale. Ces obligations sont essentielles pour garantir le fonctionnement harmonieux de la société et la mise en œuvre des politiques publiques. Elles permettent également de créer un environnement où les droits de chacun sont protégés et où la justice sociale peut s'exercer de manière équitable. Le rôle des citoyens s'étend aussi à la surveillance et au contrôle de l'action publique. Dans une démocratie, il est crucial que les citoyens puissent suivre, analyser et évaluer les décisions des élus et des institutions. Les outils de transparence, tels que les publications des budgets, les rapports des collectivités territoriales, les comptes rendus des assemblées, permettent aux citoyens de vérifier que l'action publique est conforme à l'intérêt général. Les médias et les institutions de contrôle jouent un rôle facilitateur dans ce processus, mais la vigilance et la curiosité des citoyens sont indispensables. Par leur observation et leur intervention, les citoyens participent à la responsabilisation des acteurs politiques et administratifs, ce qui contribue à renforcer la démocratie et à prévenir les abus. La République française repose sur un socle de valeurs fondamentales, exprimées dans la devise nationale : liberté, égalité, fraternité. Ces trois principes ne sont pas de simples mots gravés dans les monuments ou dans les documents officiels. Ils constituent le cœur de l'identité républicaine et orientent l'ensemble des institutions, des lois et des pratiques politiques. La liberté est d'abord comprise comme la possibilité pour chaque individu de s'exprimer, de penser et d'agir sans oppression, dans le respect de la loi. Elle inclut la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de circulation et la liberté de participer à la vie publique. Dans la pratique, la liberté signifie que chaque citoyen peut exercer ses droits fondamentaux, choisir sa profession, accéder à l'éducation et participer au débat public. Cependant, la liberté ne peut exister isolément. Elle doit être encadrée par des règles qui garantissent la sécurité et l'ordre social. La loi, élaborée par les institutions démocratiques, sert à protéger cette liberté, à prévenir les abus et à assurer que l'exercice des droits de chacun ne porte pas atteinte aux droits des autres. L'égalité constitue le deuxième pilier de la République. Elle garantit que tous les citoyens sont traités de manière équitable devant la loi et dans l'accès aux services publics, à l'éducation, à l'emploi et aux opportunités sociales.
L'égalité ne se limite pas à une égalité formelle, c'est-à-dire le fait que tous doivent suivre les mêmes règles. Elle englobe également l'égalité des chances, qui vise à compenser les inégalités d'origine sociale, économique ou culturelle. Cette valeur fonde de nombreuses politiques publiques, telles que l'accès universel à l'enseignement, la protection sociale, les mesures de lutte contre les discriminations et les dispositifs visant à favoriser la participation des femmes et des minorités dans la vie politique. L'égalité est à la fois un objectif moral et un principe juridique. Elle guide l'action des institutions et constitue une référence pour l'élaboration des lois et des règlements. La fraternité, enfin, complète cette triade. Elle renvoie à la solidarité, à l'entraide et à la cohésion sociale. La fraternité incite les citoyens à considérer le bien commun et à agir dans l'intérêt collectif. Elle se traduit concrètement par la participation à la vie associative, la protection des plus vulnérables, le respect des différences et la promotion d'un esprit civique inclusif. La fraternité est également un principe d'organisation sociale. Elle inspire les politiques de solidarité nationale, la redistribution des ressources, la protection des droits sociaux et la promotion de la justice sociale. Elle rappelle que la République ne se limite pas à un ensemble d'institutions et de lois, mais qu'elle repose sur la relation entre les citoyens et sur leur capacité à vivre ensemble dans le respect mutuel. Ces trois valeurs sont intimement liées et interdépendantes. La liberté sans égalité peut conduire à des inégalités excessives, où les plus puissants imposent leur volonté aux plus faibles. L'égalité sans liberté peut se transformer en uniformité et en restriction des choix individuels. La fraternité, quant à elle, donne du sens à la liberté et à l'égalité, en rappelant que le bien-être collectif et la solidarité doivent guider l'action de chacun. Ensemble, ces principes forment un cadre de référence qui influence le droit, les institutions, la politique et la société. Ils orientent la rédaction des lois, la mise en œuvre des politiques publiques et les comportements attendus des citoyens et des responsables politiques. Dans la vie quotidienne, ces valeurs se traduisent par de multiples exemples concrets. La liberté permet aux citoyens de s'exprimer dans les médias, de créer des associations, de manifester pacifiquement et de participer à des débats démocratiques. L'égalité garantit que l'accès à l'éducation, aux soins et à l'emploi ne dépendent pas du statut social, du sexe ou de l'origine. La fraternité se manifeste dans les dispositifs de solidarité sociale, comme les aides aux familles, les programmes de lutte contre la pauvreté, la protection des personnes âgées ou handicapées et l'engagement civique pour l'intérêt général. Ces valeurs sont également présentes dans les institutions. Les tribunaux veillent au respect des droits individuels, le Parlement élabore des lois qui favorisent l'équité et l'administration publique met en œuvre des politiques inclusives et solidaires. Vous venez de parcourir un voyage complet à travers les institutions, les acteurs et les valeurs de la République française, de l'organisation du pouvoir exécutif et législatif, en passant par le rôle des autorités indépendantes, des médias et de la communication publique, jusqu'à l'implication indispensable des citoyens, nous avons exploré ensemble comment fonctionne la démocratie en France. Chaque chapitre de cette série avait pour objectif de vous offrir une vision claire, approfondie et structurée des mécanismes qui régissent la vie politique et sociale de notre pays. Vous avez pu découvrir comment le président, le Parlement, le Sénat et les institutions de contrôle interagissent pour faire respecter la loi, protéger les droits des citoyens et garantir le fonctionnement harmonieux de la République. Nous avons également vu comment les médias et la communication publique servent de pont entre les institutions et la population, en assurant la transparence, la diffusion de l'information et la formation d'une opinion éclairée. Enfin, nous avons mis en lumière le rôle central des citoyens et l'importance des valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité dans le quotidien de chacun et dans le maintien de la démocratie. Si cette série vous a apporté des éclairages utiles, des informations nouvelles et une meilleure compréhension du fonctionnement de la République, alors vous êtes au bon endroit pour continuer à apprendre et à explorer ces sujets passionnants. La chaîne Politique à la française est dédiée à offrir du contenu long, détaillé et pédagogique sur la politique française, ses institutions, ses acteurs et ses valeurs.
Chaque vidéo est conçue pour vous permettre de comprendre en profondeur un sujet, pour aller au-delà des résumés superficiels et des informations fragmentées que l'on trouve ailleurs. Ici, nous privilégions la qualité, la clarté et l'exactitude afin que chaque spectateur puisse tirer une réelle valeur de son temps passé à nous suivre. Alors, n'attendez plus, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et rejoignez la communauté de politique à la française. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer, à expliquer et à partager les secrets de la politique française en profondeur et de manière captivante.